Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les mercredis Fil-Foi pour ce webinaire qui portera sur l'introduction et la présentation de la cellule soutien méthodologique et statistique de la filière Fil-Foi. Donc je suis Clémence Ramier, je suis biostatisticienne au sein de la filière et au sein de cette cellule. Donc déjà un petit point sur ces webinaires, les mercredis Fil-Foi. Donc, qui sont une série de webinaires méthodologiques et statistiques qui auront lieu tous les premiers mercredis de chaque mois, de 13h à 13h40, avec un format de 20 minutes de présentation suivi par 20 minutes de questions-échanges. Ces webinaires, comme je vous l'ai indiqué, seront enregistrés et disponibles ensuite en replay sur le site de la filière. Ils sont gratuits, mais on vous demande de vous inscrire afin de pouvoir estimer à peu près le nombre de personnes qui sont censées assister à chaque webinaire. Donc vous voyez le QR code sur la droite. Si vous voulez vous inscrire, il vous suffit de le scanner. Et avant chaque webinaire, je vous enverrai le lien Zoom dans lequel vous retrouverez les objectifs pédagogiques du prochain webinaire. Donc là, au niveau du programme de l'année, on a celui-ci sur la cellule soutien méthodologique et statistique. Au mois de juin, on aura un autre webinaire sur les différents types de recherche et leur réglementation, puis sur la construction de bases de données, les données de sciences sociales, les outils de collecte de données qui existent, une présentation de la Banque nationale de données de maladies rares, une présentation du système national des données de santé, puis deux séries de webinaires travaux pratiques, une première série de trois webinaires sur les analyses descriptives avec R et une seconde série de webinaires pratiques sur les différentes régressions que l'on peut faire avec le logiciel R. Donc pour ces webinaires pratiques, en plus du lien Zoom en amont, je vous enverrai les codes si vous voulez pouvoir les faire de votre côté et suivre plus facilement les webinaires. Donc pour aujourd'hui, les objectifs pédagogiques sont de connaître la filière santé maladies rares fil-foi, de découvrir la cellule soutien méthodologique et statistique proposée par la filière, d'identifier les moyens de candidater à cette cellule et de savoir comment rédiger efficacement sa demande de candidature. Donc d'abord, qu'est-ce que la filière santé maladies rares fil-foie? Donc c'est une filière santé maladies rares du foie de l'adulte et de l'enfant, répartie en trois réseaux de centres experts. Donc d'abord le réseau AVBCG pour atrésie des voies biliaires et cholestase génétique, composé d'un centre de référence coordonnateur, quatre centres constitutifs et 10 centres de compétences. Puis le réseau MIVBH pour maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatite auto-immune, composé d'un centre de référence coordonnateur, 4 centres constitutifs et 28 centres de compétences. Et enfin, le réseau maladies vasculaires du foie, composé d'un centre coordonnateur, 2 centres constitutifs et 32 centres de compétences maladies rares. Tous ces centres sont répartis sur toute la France, sur tout le territoire français et un petit peu en Outre-mer. Au niveau de la gouvernance de la filière est animée par le docteur Aurélie Plessier à l'hôpital Beaujon et par le professeur Emmanuel Gonzalez à l'hôpital Bicêtre. Et la filière est composée de Delphine Azama, chef de projet, Émilie Lebeu, chargée de mission amélioration de la prise en charge du patient, Amel Afoun, coordinatrice recherche et Europe, Raïssa Yameogo, chargée du projet Errance et Impasse, Anaïs de Freitas, chargée de mission Information et Formation, et moi-même, biostatisticienne et méthodologiste. Donc, plus en détail maintenant, à qui va s'adresser la cellule soutien méthodologique et statistique? Alors, on pourrait faire une liste, mais elle ne serait pas exhaustive. Donc, elle pourrait s'adresser aux cliniciens, aux internes, aux médecins, aux juniors, aux seniors, aux chefs de clinique, aux architectes, aux chargés de projet, aux infirmières de coordination, aux... Ça, on n'arriverait pas à lister toutes les personnes qui pourraient être concernées par cette cellule, mais grosso modo, peuvent s'adresser à cette cellule toutes les personnes en lien
avec des projets de recherche sur les maladies rares du foie et rattachés à l'un des trois réseaux de la filière. Qu'est-ce que c'est concrètement cette cellule méthodologique et statistique? Cette cellule, elle va vous proposer un accompagnement à la carte tout au long de votre projet de recherche, que ce soit d'abord en appui méthodologique au moment de la rédaction du protocole de recherche, au moment de l'analyse des données, donc du data management et de l'analyse, au moment de la rédaction de l'article, mais aussi au moment, après la soumission de l'article et quand les reviewers vous ont fait un retour, au moment du reviewing de l'article scientifique. Donc on va rentrer un peu plus en détail de chacun de ces points. Donc par rapport à l'appui méthodologique au moment de la rédaction du protocole. La cellule peut vous aider au niveau de l'élaboration du plan d'analyse selon les objectifs de votre projet, au niveau du choix des données à collecter, au niveau du calcul de la taille d'échantillon pour avoir une population suffisante pour répondre à vos objectifs ou pour estimer le calendrier de ces analyses. À chaque fois, les listes ne sont pas exhaustives, c'est pour bien vous faire comprendre que tout est à la carte. Au niveau de la partie vraiment analyse en elle-même, il peut y avoir un accompagnement vraiment au besoin ou une prise en charge complète. J'entends par là que vous pouvez tout à fait demander le soutien de la cellule en disant je veux faire les analyses moi-même ou mon interne va faire les analyses pour sa thèse. Par contre, on aimerait un regard méthodologique et une supervision pour vérifier que tout est fait correctement. Mais on peut aussi avoir une prise en charge complète où vous m'envoyez vos bases de données et je réalise toutes les analyses. Ces analyses comprennent du data management, c'est-à-dire du nettoyage de la base de données, du chaînage si vous avez plusieurs données, plusieurs bases de données indépendantes qu'il faut pouvoir chaîner, la gestion des données manquantes, la vérification des incohérences. Cela peut aussi comprendre l'identification de populations cibles, si vous avez des grosses bases de données ou par exemple, j'ai en tête le SNDS où il faut pouvoir réidentifier les populations que l'on souhaite étudier. Ça peut comprendre aussi l'analyse de données selon le plan défini dans le projet, ce qui est euh, en lien avec vos objectifs, mais aussi la génération de tableaux et de résultats au format souhaité, donc à un format basique ou aussi au format du journal ciblé, et l'interprétation des résultats obtenus. Ça veut dire que je ne vous fournirai pas forcément les tableaux de résultats en, en vous laissant les interpréter seuls, je serai toujours bien sûr disponible pour interpréter les résultats et comprendre par rapport à l'interprétation clinique, si on trouve des résultats dans un sens alors que ce serait attendu dans un autre, d'essayer de comprendre euh, les résultats obtenus. Pour la suite, du coup, il est possible aussi d'avoir un appui à la rédaction des articles scientifiques, que ce soit pour l'écriture ou seulement la relecture des parties méthodes et résultats, et la présentation des tableaux figures dans le format souhaité par le journal, et une vérification de la cohérence entre ce qui est inscrit dans le texte et ce qui est présenté dans les tableaux ou la figure. Et bien sûr, comme je le disais, un appui pour le reviewing euh, une fois que vous avez soumis votre article scientifique et que les reviewers vous ont fait un retour. Donc s'ils demandent des modifications au niveau statistique ou méthodologique, je suis aussi bien sûr disponible pour vous aider à y répondre au mieux. Comment candidater à cette cellule de soutien méthodologique et statistique? La filière Fil-Foi va réaliser un ou deux appels à candidature par an, selon mes disponibilités, la charge de travail impliquée par les projets en cours. Donc là, on a eu un premier appel à candidature en novembre-décembre 2025 et il va sans doute, il va y en avoir un nouveau là en mai-juin 2026, il va sortir très prochainement. Donc, quand on envoie l'appel à candidature, on l'envoie à toute notre liste de diffusion Fil-Foi, donc qui comporte entre autres
Les responsables de centre, donc ce qui soit coordonnateur de compétences ou constitutif, et toutes les personnes inscrites sur la liste de diffusion Fil-Foi. Si jamais vous voulez recevoir cet appel à candidature et que vous n'êtes pas forcément dans la liste ou que vous n'avez pas reçu celui de novembre-décembre, n'hésitez pas à me mettre un mail pour que je vous rajoute sur la liste de diffusion. Donc, comment répondre à cet appel à candidature? Toutes les informations seront dans le mail, mais grosso modo, il s'agit de déposer un dossier composé d'une lettre d'engagement et d'une description assez courte du projet, puisqu'elle comporte seulement les coordonnées du porteur de projet, les objectifs de votre étude, une description du projet et de ses finalités. Donc, pour vous indiquer, cette description, on l'a plafonné à 3 000 caractères, donc c'est quand même assez court. L'intérêt du projet pour les maladies rares du foie et un calendrier prévisionnel afin que l'on puisse estimer le temps avant le début de votre projet et le temps passé sur votre projet. Une fois toutes ces informations reçues, il y aura une évaluation des candidatures par le groupe de travail recherche de la filière et on vous fera un retour en général dans le mois qui suit la fin des candidatures. Dans le cadre de questions brûlantes ou de petites questions ne nécessitant pas forcément le dépôt d'un projet complet, il ne faut pas hésiter à me contacter par mail en mettant ma collègue Amel en copie. Donc, par exemple, vous travaillez sur un projet, vous hésitez entre deux tests statistiques à faire. Il ne faut pas hésiter à me mettre un mail, ça ne nécessite pas forcément le dépôt d'un projet en soi. Par contre, pour tout ce qui est des questions ou une implication qui va demander plus de temps, la réalisation d'analyses, etc., là, il faut absolument déposer un projet lors des appels à candidature. Donc maintenant, on va détailler un peu plus les points à mentionner dans la candidature. Donc d'abord, il est important de mentionner les objectifs du projet. Donc pour rappel, on a toujours un objectif principal et on peut avoir plusieurs objectifs secondaires. Les objectifs doivent toujours être basés sur des hypothèses de recherche qui sont posées a priori sur les données de la littérature ou sur une observation clinique. Chaque objectif doit être détaillé et justifié, et on doit observer une certaine cohérence entre les différents objectifs, et une cohérence bien sûr avec la description du projet fourni. Tout cela, ce n'est pas pour vous embêter, mais de toute façon, c'est le premier pas pour simplifier et gagner du temps ensuite sur la rédaction de l'article scientifique, puisque c'est ce que vous devrez indiquer dans tout article scientifique. Donc par exemple, un cas où une personne noterait les objectifs du projet sont décrire la population, étudier les différences selon le sexe, étudier la survie à 3 ans. Ça, c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire puisque on ne sait pas ce qui est le plus important, on ne sait pas ce qui est secondaire. Cet exemple, il faut le transformer en l'objectif principal du projet est de décrire la population des patients atteints de telle maladie et suivis dans tel centre, dans tel pays de façon globale et par sexe, afin de... et là, on justifie son objectif et on justifie surtout pourquoi stratifier par sexe. En objectif secondaire, on aurait donc ensuite analysé la survie à 3 ans des patients atteints de la même maladie afin de déterminer si le médicament Y influence la survie des patients. Au niveau de l'outcome et des critères de jugement, c'est l'élément principal de votre projet puisque ça découle des hypothèses de recherche et c'est ce que vous allez regarder au niveau des analyses. Donc c'est vraiment l'élément central de votre étude. Elle doit être définie de la même manière pour toute la population d'études et chaque changement qui pourrait avoir lieu au cours du projet entraînera le fait qu'il faut refaire toutes les analyses, puisque ça impactera la sélection de la population d'études, ça impactera possiblement la période d'études et du coup tous les résultats. Donc si, toujours un exemple
à ne pas faire et un exemple à faire, avec si le critère de jugement est que vous voulez regarder la fibrose hépatique, définie par une biopsie hépatique pour les patients du centre A et par élastographie hépatique pour les patients du centre B. Ça ne va pas puisqu'on a deux définitions différentes de l'outcome. Et du coup, il faut d'abord poser un critère de jugement principal qui sera le fait que l'on veut regarder la fibrose hépatique définie par biopsie hépatique pour tous les patients. Et en critère de jugement secondaire, la fibrose hépatique définie par élastographie hépatique avec un seuil de, je sais pas, 7 kilopascales pour tous les patients. Et si jamais vous vouliez, l'objectif était de comparer ces ces deux mesures, la biopsie versus l'élastographie, il faudrait qu'on ait les deux valeurs pour tous les patients. Ensuite, on arrive à la population et à la période d'étude. Donc de même, ces deux points découlent de vos hypothèses de recherche et donc de votre outcome et doivent être définis a priori en étant les mêmes pour tous les patients. Donc pour la population d'étude, il faut bien sûr des critères d'inclusion et d'exclusion. Et pour la période d'étude, il faut qu'elle soit bien définie avec, pour les études transversales, un temps T de recueil qui est défini par exemple, au diagnostic de la maladie ou 2 ans après le diagnostic. Et pour les études longitudinales, on définit bien la baseline, donc le moment où on commence la collecte, par exemple à l'annonce du diagnostic, la durée de suivi, par exemple 5 ans, et la fréquence de collecte des données, par exemple une collecte des données annuelle. Donc là, dans notre exemple, on a en population d'études les patients suivis pour la maladie X dans le centre A et les femmes suivies pour la maladie Y dans le centre B. Et on aurait un suivi de 3 ans pour les hommes et de 4 ans pour les femmes. On se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'uniformité dans cela. Donc il faut qu'on inclue dans ce cas-là tous les patients suivis pour la maladie X ou Y dans les centres A et B et qu'on suive tout le monde pendant 4 ans. Pourquoi faut-il avoir le même suivi pour tout le monde? Par exemple, si jamais vous voulez étudier la mortalité des gens, si on suit les hommes pendant 3 ans et les femmes pendant 4 ans, ça va forcément introduire un biais puisque vous aurez un an de suivi supplémentaire pour les femmes. Donc vous aurez un an où les femmes pourront continuer à décéder. Donc si vous trouvez un surrisque de mortalité chez les femmes, c'est possiblement dû simplement parce que les femmes ont un suivi beaucoup plus long que les hommes. Et cela peut introduire, peut biaiser totalement vos résultats. Les derniers points importants à mentionner sont l'avancée du projet. Donc quand vous candidatez, est-ce que vous en êtes à l'étape de la rédaction du protocole ou est-ce que vous avez commencé la collecte des données? Est-ce que la collecte des données est terminée et vous en êtes vraiment à l'étape d'analyse, de soumission d'articles ou voilà, et avec un calendrier prévisionnel avec les deadlines importantes pour vous? Et bien sûr, notez le type d'accompagnement que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez que j'intervienne seulement pour le data management, les analyses? Est-ce que vous voulez aussi que j'intervienne au moment de la rédaction, du reviewing? Tout cela, c'est vraiment pour pouvoir estimer au plus proche la période de temps qui va être dédiée à votre projet et organiser le calendrier en conséquence. Cela n'aura absolument aucun impact sur la sélection ou non de votre projet par la cellule, mais c'est juste pour organiser au mieux et prévoir le temps nécessaire à votre projet dans l'agenda. Et après votre candidature, du coup, les étapes qui suivent, c'est si on a très peu de projets reçus, euh, on ne passe pas forcément par le groupe de travail recherche, mais dans ce cas-là, je vous contacte directement pour prévoir une réunion avec les porteurs de projets et pouvoir ainsi discuter de vive voix de vos attentes et de mon implication. Si on a plus de projets reçus que de disponibilité dans mon agenda, on fait une évaluation des projets avec le groupe de travail recherche afin de prioriser certains projets. Et on notifie ensuite aux porteurs de projet la décision du groupe de travail
et je prends contact avec les porteurs de projets pour discuter de la suite. Donc, c'est tout pour cette introduction à la présentation, cette introduction à la cellule de soutien méthodologique et statistique. Donc, on va pouvoir passer aux questions et je vous indique ici les thèmes des prochains webinaires avec au mois de juin les différents types de recherche et leur réglementation. Au mois de juillet, comment construire sa base de données et on fera une pause au mois d'août et au mois de septembre, les données de sciences humaines et sociales et je vous remets le QR code pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous remercie de votre attention. Donc comme on est assez nombreux, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les poser dans le chat ou alors lever la main pour que voilà, qu'on puisse échanger plus facilement. Donc, les sujets sont-ils forcément liés aux filières fil-foi? Oui, enfin, je suis embauchée dans fil-foi. Donc, les projets qui vont pouvoir être pris en charge par la cellule, par cette cellule, sont forcément des projets de recherche qui sont rattachés à l'un des trois réseaux de la filière. C'est-à-dire enfin, forcément en lien avec les maladies rares du foie, de l'adulte et de l'enfant. Et au niveau des analyses statistiques, ça peut être vraiment des analyses de tout type. Moi, enfin, j'ai un background de mathématiques, donc je sais faire pas mal de choses et un doctorat en santé publique, donc voilà, on pourra toujours. Il n'y a pas de restriction forcément au niveau des analyses. Enfin, les seules restrictions que l'on aura seront vos données. Donc ce premier webinaire est peut-être un petit peu moins intéressant pour ceux qui ne font pas forcément partie de la filière fil-foi parce qu'il est très ciblé filière. Les prochains seront un peu plus généraux et pourront toucher enfin, n'importe quel domaine de recherche. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous libérer plus tôt que ce qui était prévu. Merci à tous d'être venus et puis à bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 3 juin.